En Côte d'Ivoire, l'élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba, lâché par l'association des joueurs. On parlera aussi de football au niveau du Royaume-Uni. Le fair play financier Man City, blanchi par le TAS et l'Espagne, le Real, champion d'Espagne en mood pandémie. Voilà le sommaire et ce sera avec Michel Takpa. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. D'abord, la Côte d'Ivoire. Didier Drogba s'éloigne de plus en plus de la présidence de la Fédération ivoirienne de football alors qu'il n'a pas reçu le parrainage de l'AFI. L'AFI, c'est l'association des footballeurs ivoiriens. La reconversion de Didier Drogba n'est pas un long fleuve tranquille. Celui qui a arrêté sa carrière en novembre 2018 est candidat à la tête de la Fédération ivoirienne de football, dont les élections se tiendront le 5 septembre prochain. Mais cela pourrait rapidement tourner au fiasco parce que l'association des footballeurs ivoiriens a décidé d'apporter son soutien au vice-président sortant Idriss Diallo, soutenu également par les anciens internationaux Bonaventure Carlos, Cyril Domoro et Ahmed Ouattara. C'est difficile à comprendre ce choix de l'association des footballeurs ivoiriens. On a un footballeur de carrière qui veut briguer la tête de la Fédération ivoirienne de football, mais qui jusque-là ne reçoit aucun soutien de poids. Oui, il faut dire que Cyril Domoro, qui était l'ancien capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire, a été clair dans ce qu'il a essayé d'expliquer. Il dit, il y a de cela quelques années, nous avions approché Didier Yves Drogba pour qu'il devienne président de la Fédération ivoirienne. Il nous avait dit qu'il n'était pas prêt. Mais cette année, on a visiblement l'impression qu'il est prêt, mais il n'est pas venu vers nous. Et durant ses périples en Côte d'Ivoire, en son pays natal, il n'a jamais essayé de nous voir. Et d'ailleurs, quand vous voyez l'association, Didier Drogba n'est jamais venu les voir, les consulter pour quoi que ce soit. Et donc, c'est ce qui sans doute a hérité l'association, cette association composée des footballeurs ivoiriens. Mais quand vous allez en profondeur, selon les dernières nouvelles, avant de venir au plateau, on a l'impression que les résultats du vote ont été tripatouillés par les têtes pensantes, à savoir Cyril Domoro, Aruna Dendane et quelques joueurs. Visiblement, ce que ces joueurs ont choisi, ce n'est pas ce qui a été montré à tout le monde. Et donc, Didier Drogba est plus dans une dynamique de pouvoir pousser l'affaire vers la justice ivoirienne. Et on verra véritablement ce qui va se passer. Mais il est important d'éclairer nos chers amis par rapport à la configuration des potentiels, ou bien du potentiel président de la Fédération ivoirienne de football. Idriss Diallo a l'appui de la FI, comme vous l'avez dit, et de l'amicale des entraîneurs. Et il y a Sori Diabaté qui a l'appui de l'association des anciens joueurs et de l'amicale des arbitres. Il ne reste qu'un seul parrainage, si on peut le dire, c'est celui de l'association des médecins. Et selon les dernières nouvelles d'ailleurs, alors l'association là aussi a refusé de parrainer l'ancien international Didier Drogba et s'appuie finalement sur Sori Diabaté. On ne comprend pas, comme vous l'avez dit, pourquoi voilà quelqu'un comme Didier Drogba qui a eu à défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, à être ambassadeur au niveau sportif de la Côte d'Ivoire partout où il est passé, ne puisse pas aussi être aimé dans son pays. On peut le comprendre parce qu'en Côte d'Ivoire, tout est politisé. Quand vous prenez par exemple Sori Diabaté, je l'avais déjà dit, c'est le neveu de Henriette Dagri Diabaté, qui est, si on peut le dire, l'une des cadres du RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et dans toute chose en Côte d'Ivoire, voilà, il y a une connotation politique. Et donc, on a l'impression que même si on voit souvent Didier Drogba qui traîne avec l'actuel ministre de la Défense et ministre d'État Ahmed Bakayoko, il n'est pas aussi le bienvenu dans l'aspect politique de la Côte d'Ivoire, puisque son village n'est pas loin de celui de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et donc, voilà ce qui joue aussi en défaveur sur la connotation politique, en défaveur de Didier Drogba. Mais je l'ai toujours dit, la justice sans doute va faire son travail, parce que là où nous sommes, Didier Drogba est en train de pousser les enquêtes pour pouvoir essayer d'intenter une action en justice. Alors, on peut dire tout cela, mais en même temps, est-ce que Didier Drogba lui-même a pris le temps de faire du lobbying
auprès de ces différentes associations pour avoir des parrainages. Vous l'avez déjà dit, pour ce qui concerne les joueurs, ça n'a pas été vraiment fait. Oui, c'est sans doute là où Didier Drogba a fauté. Il se dit peut-être qu'il est reconnu en Côte d'Ivoire. Il a été, comme je le dis, ambassadeur de la Côte d'Ivoire à travers le monde entier, la France, l'Angleterre. Même il est parti au Canada. Donc Didier Drogba, on le connaît, c'est quelqu'un qui a tellement apporté à la Côte d'Ivoire. Sauf que diriger une fédération est aux antipodes d'avoir une carrière de footballeur. Donc il n'a pas sans doute pris le temps d'étudier véritablement la sphère sportive de la Côte d'Ivoire à un moment donné. Parce que pour pouvoir postuler au niveau de la Fédération ivoirienne de football, il faut des parrainages. Au niveau de la FIFA, au niveau de tellement d'associations, des anciens entraîneurs, des médecins et autres, on se pose la question, quand on voit voilà, tous ceux-là qui ne vont pas forcément en faveur de Didier Drogba, on se dit s'il a eu à faire ce travail préalable. Visiblement, non. Si on peut le dire, aujourd'hui, il est en train de s'appuyer sur sa carrière aussi reconnue partout pour pouvoir essayer de sauver une Côte d'Ivoire sportive aussi qui se noie, parce que la Côte d'Ivoire, il faut le dire, n'est plus la même chose sur le plan footballistique. Donc Didier Drogba a envie de donner aussi cet aspect nouveau à la Fédération ivoirienne de football quant à ce qui concerne la gouvernance, la gestion et autres. Sauf que pour pouvoir être aussi président de la fédération, il faut passer par des trous. Et là, visiblement, il est bloqué à un certain moment. Alors, ça veut dire que normalement, s'il avait reçu un parrainage, on aurait eu le 5 septembre 3 listes à la tête qui prétendraient briguer la présidence de la FIFA. Oui, effectivement, s'il avait au moins le dernier parrainage, c'est-à-dire celui des médecins, il peut postuler. On peut le retrouver, si on peut le dire, en phase finale des élections. Maintenant, il est aussi bloqué, selon les dernières nouvelles qu'on va encore vérifier, puisque, selon toujours ces dernières nouvelles, c'est Sori Diabaté qui a bénéficié du parrainage de l'association des médecins. Donc, Didier Drogba se voit complètement calé. Donc, il n'est pas habilité à pouvoir se représenter ou bien se présenter pour la Fédération ivoirienne de football. Donc, pour le moment, on a deux candidats, Idriss Diallo et puis Sori Diabaté. Alors, il s'est tourné vers la justice. Est-ce qu'il va pouvoir obtenir gain de cause là-bas? Tout est possible. Si la justice arrive à vérifier les faits qu'on reproche à Cyril Domoro, à Aruna Dendane et à l'association des footballeurs ivoiriens et surtout à l'association des anciens joueurs, ben écoutez, si on voit qu'il y a des magouilles, attention, ça va jaser en Côte d'Ivoire et on saura véritablement que Cyril Domoro et autres sont en train de jouer de mauvais tours à Didier Drogba. Et pourquoi? Même si lui l'a dit qu'on n'a plus vu Didier Drogba, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Si ces affaires sont vraies, ça veut dire qu'ils ont quelque chose contre Didier Drogba. Et on peut comprendre, parce que Didier Drogba, en tant que joueur, ça n'a été que des soucis. Moi, j'ai été surpris de voir quand même le soutien des frères Touré, Yaya Nyenyeri. Parce qu'ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à Kolo. Les deux ont apporté leur soutien à Didier Drogba à la dernière minute. Ben, je n'ai pas compris, parce que voilà, en équipe nationale, surtout les histoires de brassard, ce n'était pas aussi cela. Peut-être qu'ils se sont compris après, mais Didier Drogba a aussi d'autres soutiens. Il y a l'association des footballeurs au niveau africain qui s'est désengagée complètement de la décision de l'association des footballeurs ivoiriens. Bon, on verra la suite. Mais un Didier Drogba à la tête de la FIFA, ça aurait été quand même une belle pub, hein? Oui, belle pub, même si on peut toujours se poser la question s'il a encore la carrure de dirigeant de la FIFA. Oui, il a la carrure d'un ancien international, de quelqu'un qui a su propulser le football ivoirien vers les hauts niveaux. Mais est-ce qu'il a été à l'école de la gouvernance? C'est ce qui est aussi important. Puisque quand vous prenez Sori Diabaté et l'autre Idriss Diallo, eux, ils ont eu la chance de pouvoir diriger, pas forcément en tant que président de la fédération, mais en tant que vice-président, en tant que celui-là qui est à la tête d'une commission au niveau de la FIFA. Donc, visiblement, ce sont des gens qui maîtrisent plus les rouages de la Fédération ivoirienne de football,
Didier Drogba, lui, ne l'a jamais fait, même si ces derniers temps, il est conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Deuxième sujet, le Royaume-Uni. Nous parlons maintenant du fair play financier. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, blanchit le club coaché par l'Espagnol Pep Guardiola, entre-temps accusé du non-respect du fair play financier et exclu de toute compétition européenne pour les 2 prochaines saisons par l'UEFA le 14 février dernier. Ouf de soulagement donc à Manchester City, un camouflet pour l'UEFA. Le TAS vient donc de donner raison au club champion de la Ligue lors de la saison 2018-2019. Michel Takpa, on revient rapidement sur les faits. Qu'est-ce qu'on reprochait à Man City? Quand on parle de fair play financier, on parle des transferts de joueurs qui ne sont pas faits dans les normes. Donc on a l'impression que Manchester City, il y a aussi d'autres clubs, il y a le Paris Saint-Germain, aussi cité à un moment donné, qui n'ont pas respecté les règles de transfert, et surtout des transferts de jeunes joueurs. Et donc l'UEFA a sanctionné Manchester City, les Sky Blues, et la sanction était le club n'allait pas participer aux compétitions européennes pendant 2 ans. Oui. Et il doit verser 30 millions d'euros. Sauf que Manchester City, qui s'est surtout appuyé sur un avocat de renom, David Panin, qui a défendu le Brexit à 2 reprises, le report du Brexit, et qui est payé à 200 000 euros par heure pour pouvoir défendre les causes de Manchester City. Finalement, Manchester City a quand même raison de pouvoir croire à cet avocat parce qu'il est arrivé à transmettre, si on peut le dire, l'affaire au niveau du tribunal arbitral du sport. Et c'est le tribunal arbitral du sport qui finalement donne raison à Manchester City. Manchester City aura à participer maintenant aux compétitions européennes et n'aura qu'à payer que 10 millions d'euros. Alors, donner raison à Manchester City, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu violation du fair play financier? Oui, le TAS a supposé qu'il y a eu violation, mais pas de l'acabit de ce que l'UEFA est en train de dire. Oui. Puisque le tribunal arbitral du sport a eu à faire des enquêtes, à aller au tréfonds du dossier. C'est là où on se pose la question, est-ce que l'UEFA, elle, n'a pas eu le temps de le faire? Parce que cette décision vient, si on peut le dire, jeter un coup dur à l'UEFA, parce que le TAS dit, écoutez, au lieu de 30 millions, les Sky Blues vont payer 10 millions. Au lieu de la suspension de toute activité sportive liée au niveau européen pendant 2 ans, les Sky Blues vont pouvoir participer. Et l'UEFA, quand vous voyez la réaction de l'UEFA, cette réaction est restée, si on peut le dire, amorphe. L'UEFA n'a pas pu réagir. Elle a tout simplement dit que nous avons pris acte de la décision du tribunal arbitral du sport. Alors, en quoi c'est un camouflet pour l'UEFA dans la mesure où les faits sont constitués? Oui, camouflé pour l'UEFA parce qu'on peut dire que l'UEFA a fait un travail préalable, c'est-à-dire celui de pouvoir vérifier véritablement que les Sky Blues ont fait des transferts douteux, comme l'UEFA a su le faire pour le Paris Saint-Germain et pour le FC Barcelone également. Mais c'est la profondeur de la décision. Est-ce que la décision est, si on peut le dire, corollaire à la faute de Manchester City? On a l'impression que non. Parce que quand vous sanctionner quelqu'un pour 2 ans et que l'UEFA vienne enlever cela et que vous sanctionnez quelqu'un pour 30 millions d'euros, on dit finalement 10 millions et que vous avez le bec cloué, on se dit que vous n'avez pas eu accès véritablement à la profondeur du dossier avant de prendre une décision. Alors, fair play financier, ça veut dire dans la pratique qu'aucun club ne peut dépenser plus qu'il n'en gagne, c'est ça? Voilà, le fair play financier, le club ne peut pas dépenser plus que voilà, ce qu'il a et surtout respecter les règles des transferts de joueurs, surtout des transferts des mineurs. Vous savez, des transferts se passent au niveau européen concernant des joueurs mineurs. Il faut aller au tréfonds des tests pour pouvoir faire ces transferts. Visiblement, les Manchester City n'est pas allé dedans, mais aujourd'hui, quand on voit la décision du tribunal arbitral du sport, on se pose également des questions quant à ce qui concerne la profondeur du travail de l'UEFA. Dernier sujet, c'est toujours le football. On va du côté de l'Espagne grâce à son succès sur Villarreal 2-1 et un doublé de Karim Benzema lors de la 37e et pénultième journée du championnat espagnol. Le Real Madrid est sacré champion d'Europe pour la 34e fois, champion d'Espagne, pardon, pour la 34e fois de son histoire.
C'est le deuxième titre sous son entraîneur Zinedine Zidane après celui de 2017. Et donc, c'est naturellement dans une atmosphère feutrée au stade Alfredo Di Stefano, à huis clos en raison de la pandémie du coronavirus, que le Real a été donc sacré champion d'Espagne. Finalement, disons que le Real est sur le toit de l'Espagne. Oui, le Real est sur le toit de l'Espagne et c'est la jubilation à Madrid. On comprend parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est depuis 2017 que l'ennemi juré, le FC Barcelone, est en train de tout gagner au niveau de l'Espagne, surtout la Liga Española, qui reste chère pour tout footballeur espagnol. Le Real est arrivé, si on peut le dire, difficilement cette saison à remporter cette Liga. Difficilement parce que les débuts n'ont pas été comme du beurre pour Zinedine Zidane et toute sa bande. On se souvient, avant le confinement, c'est le Barça qui menait devant avec, je pense, une différence de 2 points. Et dès le retour, le Real a enchaîné 9 victoires sur 9 sorties. Donc, pas de match nul. Par contre, le FC Barcelone, même hier, a été battu par Osasuna. Et puis, le FC Barcelone a fait un match nul contre les Cortineros de l'Atlético Madrid. Et quelques contre-performances contre les clubs andalous, je pense le FC Séville, ce qui a relégué le FC Barcelone derrière. Et donc, c'est une grosse performance pour Zidane. Oui, pour Zidane, parce que les débuts, au début, il a été critiqué. On l'annonçait même à la Vecchia Signora sur le départ, à la Juventus de Turin, quelquefois même à Marseille et autres. Mais Zidane, il est resté toujours serein. Et je pense que c'est la véritable star de cette formation madrilène. Zidane, qui est toujours serein, même dans les moments les plus difficiles, et qui s'est appuyé sur une défense aussi aujourd'hui de fer, si on peut le dire, parce que je l'ai toujours dit, c'est l'un des maillons faibles de cette formation madrilène, la défense. Mais quand vous voyez l'après-confinement, vous verrez que non seulement le maître de la défense, le capitaine Sergio Ramos, est en train de faire aussi un travail offensif, mais il assure sa défense, accompagné quelquefois du français Varane, d'Eder Militao, de Nacho et de quelques joueurs. Zidane a eu aussi le temps de faire un turnover. Vous verrez sur certains matchs, le capitaine ne joue pas, c'est Militao qui joue. Vous verrez le milieu du terrain aussi, même au niveau latéral, vous verrez Mendy, le français qui joue, et on laisse Marcelo de côté. Et donc Zidane a tout le temps de pouvoir faire ce turnover qui a porté finalement l'équipe au sommet de l'Espagne. Il reste une journée, mais dévancé aujourd'hui dévance aujourd'hui le FC Barcelone de 7 points. On se dit que rien ne peut arriver à la bande de Zidane. Alors finalement, c'est aussi un sacre pour Zidane, comme on l'a rappelé. Il a été à un moment donné très critiqué. Mais Zidane, avec la Maison Blanche, totalise désormais 3 Ligues des Champions et 2 Coupes d'Espagne. C'est un exploit. Oui, c'est un exploit parce que quand vous voyez les statistiques, les gens ont passé plus d'années, 10 ans, 14 ans, mais ne sont pas arrivés à le faire. Même durant les temps modernes du football, on a vu José Mourinho passer par là. On a vu d'autres entraîneurs, même Carlo Ancelotti, qui était le patron de Zinedine Zidane. Ils n'ont pas eu à le faire en un laps de temps. Vous l'avez dit, 3 Ligues des Champions et surtout successives. Oui. On l'a vu avec la Liga Española gagnée en 2017 et puis en 2020 finalement. On se dit Zidane, nonobstant les difficultés dans la Liga espagnole, même si les gens parlent plus de la première ligue anglaise, quand vous suivez véritablement ce championnat, vous verrez que c'est le haut niveau. Donc on se dit Zidane fait partie aussi aujourd'hui de la crème des crèmes de ces entraîneurs surdoués. Et on a découvert aussi un fulgurant Benzema. Oui, Benzema, il est dans tous les coups, on peut le dire. Et je ne suis pas surpris parce que les années écoulées, on a vu plus Benzema qui était dans une sorte de complicité avec Cristiano Aveiro Ronaldo. Vous savez que c'est quelqu'un, c'est lui la superstar de la formation qui a toujours envie de marquer et qui est toujours au service de Benzema. Benzema, sur certaines actions, peut marquer des buts, mais arrive à le donner à CR7. Aujourd'hui, CR7 est parti, il est plus libéré et ne fait que marquer des buts. Même si personnellement, je lui reproche quelquefois des gâchis, parce que c'est quelqu'un aussi qui peut voir 10 occasions et rater 5 voire 6, marquer 3.
mais il a été un peu plus régulier et ça a été au bénéfice de toute l'équipe de Zidane. Il y a aussi au sein du Real le sort de Gareth Bale. Je pense qu'il y a des images ont circulé il y a quelques jours. On voyait le joueur dans un match qui se couchait tantôt, qui faisait des gymnastiques. Finalement, on se demande qu'est-ce qu'il cherche toujours là? Pourquoi on ne le libère pas? Oui, ce qu'il cherche peut-être, c'est le côté pécunier. On connaît Gareth Bale, on l'annonçait aussi partout à Manchester United, chez les Spurs de Tottenham, mais quand vous voyez ses déclarations, il a dit qu'il veut toujours rester à Madrid. Peut-être que ce n'est pas seulement le côté pécunier, mais aussi les titres. Il a eu à jouer quelques matchs. Aujourd'hui, il est champion d'Espagne. Mais il faut dire que Gareth Bale, on ne le retrouve plus. Le Gareth Bale qu'on a déjà connu à Tottenham, même les débuts au Real Madrid, c'est l'homme à tout faire. Vous voyez ce qu'il a fait lors de la finale de la Ligue des Champions, joué contre Liverpool. Il a été carrément l'homme à tout faire de Zidane, mais ces derniers temps, il s'est toujours blessé. Comme d'autres joueurs d'ailleurs, c'est toujours Isco à l'Arcon et autres. Et c'est là où aussi le côté un peu mauvais, ça fait partie de la vie d'un footballeur, de Gareth Bale. Et quand vous voyez ces blessures, chaque fois, il n'arrive plus à se retrouver. Et donc aujourd'hui, les dirigeants du Real ont envie de le vendre pour pouvoir libérer un peu Eden Hazard, pour pouvoir libérer d'autres joueurs, le jeune Vinicius Junior, l'Oliverde, qui est en train de venir aussi en puissance. Mais je suis sûr que voilà, il va partir cette fois-ci. Alors, si le Real est aussi sur le toit du monde, c'est aussi et surtout en raison de la contre-performance de son rival de tout le temps, Barça. Qu'est-ce qui se passe avec le Barça? Il faut surtout le souligner, il y a des rififis. Dans le vestiaire, il y a des différends entre les joueurs et Bartomeu, le président. Il y a des rififis entre les joueurs et le directeur sportif, Eric Habital. Il y a des rififis entre les joueurs et puis les coachs. Il y a Kiki Sétienne et puis Sarabia, l'entraîneur adjoint, qui ne s'entend pas avec la mégastar Lionel Messi. Il y a des rififis sous-jacents entre les joueurs eux-mêmes, parce que voilà, on se dit souvent qu'il y a des préférences de Messi, et on a l'impression que c'est lui qui fait ses choix et qui choisit ses amis. Le cas Antoine Griezmann est là, même si sur les images, on les voit toujours s'embrasser quand ils marquent des buts. Il y a des problèmes. Et puis, on a l'impression que le FC Barcelone, aujourd'hui, ne joue plus cette politique qui lui a permis de rester non seulement sur le toit de l'Espagne, mais aussi sur le toit de l'Europe et du monde à un moment donné. La politique de la jeune garde, visiblement, c'est le Real Madrid qui s'accapare aujourd'hui de cette politique parce que le FC Barcelone ne veut que des joueurs trentenaires aujourd'hui. Quand on fait partie Arthur Melo, qui a 24 ans, on fait venir Pjanic, qui a 30 ans, ça en dit long. Et puis, il y a des trentenaires dans l'effectif actuel. Messi en fait partie. Piqué, qui n'arrive plus à se retrouver au niveau de la défense centrale, en fait partie. Suarez également et des cadors. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs critiquent la direction sportive et la direction même pour les recrutements. Et Messi, d'ailleurs, on l'annonce partout, à l'Inter de Milan, à Manchester City. Mais on sait que ça aussi, c'est aussi la communication. Messi a toujours cette préférence pour le FC Barcelone. Michel Takpa, merci. C'est moi. Voici qui nous mène à la pause. Et puis après, c'est regard croisé.